Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, nous allons à la rencontre de Jean-Paul Échaquan, né à Atikamekw, qui nous reçoit chez lui, dans son camp situé à quelques kilomètres de sa communauté de Manawan. Nous avons donc le privilège d'entendre ici la voix d'un aîné respecté, reconnu comme gardien de la langue atikamekw et membre du Conseil des sages du Conseil de la nation atikamekw. À travers ces mots, c'est tout un monde qui se dévoile, celui de la transmission, de la mémoire vivante et du territoire. Jean-Paul Échaquan nous parle de son propre cheminement et de l'importance de transmettre aux jeunes, autochtones comme allochtones, les savoirs et les valeurs qui fondent l'identité atikamekw. Il évoque les activités culturelles qui l'animent, les légendes comme vecteur de sens et la place centrale de la langue dans ce travail de transmission. Au micro de Mathieu Lavigne, Jean-Paul Échaquan nous ouvre une porte sur sa spiritualité, sa poésie et les rituels au cœur de sa vie. Une rencontre inspirante avec un homme qui incarne la sagesse, la force sereine et l'engagement envers les générations futures. Jean-Paul Échaquan, quoi? Bonjour. Michtamigwech de nous accueillir ici dans votre camp. On est à quelques kilomètres de la communauté atikamekw de Manawan. Vraiment, merci de l'accueil. Je suis très honoré de votre présence ici à mon camp. Ah ouais, on est bien chez vous. Jean-Paul, on va parler de plusieurs sujets ensemble, mais je pense qu'un élément, le fil conducteur, ça va être le thème de la transmission. Je pense que c'est quelque chose qui est au cœur de votre mission, de votre démarche. Donc, la transmission de la culture, de la langue atikamekw, c'est au cœur de votre vie, de votre travail, de votre engagement au sein de la communauté de Manawan, un engagement aussi plus large au sein du peuple atikamekw. Jean-Paul, on parle souvent de rupture lorsqu'on aborde les questions de langue et de culture en milieu autochtone. Est-ce que vous avez dû vous-même vous réapproprier votre langue et votre culture à un certain moment de votre vie? Est-ce que vous avez dû renouer avec ces éléments de l'identité atikamekw que maintenant vous transmettez? Oui, comme vous le dites dans vos questions, c'est vrai que aujourd'hui, dans les temps qui courent, on voit que nos enfants et nos petits-enfants commencent à oublier leur langue maternelle. Ils sont plus emportés par tout ce qui a comme la technologie, les jeux interactifs, tout ça. Ça a comme un peu changé un peu. Mais une chance que nous, on intervient souvent, on veut que nos enfants gardent leur langue, préservent leur langue, sauvegardent leur langue par le biais des activités culturelles qu'on fait à chaque année, à chaque saison aussi. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on a comme mission pour justement garder notre langue. Oui. Mm-hmm. Est-ce que vous avez eu à la réapprendre, cette langue-là, ou vous l'avez toujours conservée? Moi, quand j'ai été dans des pensionnats, les missionnaires nous interdisaient de parler notre langue maternelle. Et ce qui m'a forcé un peu à obéir ce que les missionnaires nous disaient, nous imposaient de ne pas parler notre langue. Mais souvent, on en laisse cacher, puis on parlait notre langue entre nous. Là. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah oui. Donc, vous l'avez toujours conservé? Je l'ai toujours conservé. Parce que quand je suis parti du pensionnat, j'ai entendu mon père et mon grand-père me dire « Sois fort, vas-y où tu vas, conserve ta langue. Reste atikamekw. » Mm-hmm. Mm-hmm. Ah oui. Mm-hmm. Et Jean-Paul, vous êtes un gardien de la langue, justement. Comment ça fonctionne, ce statut-là? Est-ce que c'est un statut qui est donné par la communauté? Comment ça fonctionne?
dans notre culture et dans nos rituels à nous et dans notre vision à nous, chaque personne, chaque être humain a un don. Chaque personne aussi a une mission. Et moi, dans ma vision, c'est ça que j'ai vu. J'ai vu que j'étais porteur de langue. C'était moi qui étais ce. Pourquoi? Parce que j'ai eu comme grand-père quelqu'un qui m'a beaucoup appris ces choses-là. Quelqu'un qui m'a expliqué, que je l'ai observé. C'est de cette façon-là que ma vision s'est réveillée, que je dois être comme ça. Ah oui, oui. Donc, c'est une mission que vous vous êtes donnée, dans le fond. Oui, c'était une mission. Puis, le rôle de ce grand-père-là, ça montre l'importance de la transmission, en fait. Pourquoi c'est important de transmettre? L'important, c'est justement l'importance de la transmission, c'est vraiment quelque chose qui va de quelqu'un qui veut être vraiment se souvenir ou se reconnaître. Quand j'écoutais mon grand-père, il contait souvent le récit de l'humanité. Il disait, nous, en tant qu'humains, on était tous frères, peu importe la couleur. Jean-Paul Echaquan, bon, la transmission est au cœur de votre vie. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre efficacement? Qu'est-ce qui favorise la transmission? Vous travaillez beaucoup avec les jeunes, notamment. Qu'est-ce qui favorise la transmission? Ce qui favorise un peu la transmission de la culture, c'est de les amener là où ils doivent être. Souvent, on a eu quelques erreurs. On s'en allait dans une classe assis entre quatre murs, puis on essayait de leur inculquer toutes sortes de choses. Mais ça n'a pas porté fruit. Mais ce qu'on a fait, c'est on va les amener dans la forêt. Sur le territoire. Non, sur le territoire même. C'est là que notre langue est riche quand tu t'en vas dans le bois. Tu vois tout. Tu observes tout ce qui bouge, tout ce qui pousse, tout ça. Même juste le fait de diriger une tente, toute la thématique de la tente, tu peux obtenir une centaine de mots avec, ah oui. C'est pour ça que nous, on incite beaucoup que nos jeunes, on les amène dans le bois, on les... Ah oui. Donc, la transmission passe par l'action. Par l'action, oui. Donc, le faire. Faire avec eux, faire avec les jeunes, les sortir de la classe. Oui, les sortir de la classe. L'été, quand j'étais enfant, à chaque année scolaire, fin d'année scolaire, nos parents nous amenaient par le lac dans le bois. Là, on passait tout l'été dans le bois, à camper dans le bois. On se promenait comme ça. C'est ça, notre vie, nous autres, c'est vivre dans le bois. Ah oui. Et je me demandais, Jean-Paul Echaquan, quand vous êtes sur le territoire avec des jeunes, vous leur apprenez à prendre conscience de tout ce qui les entoure, mais même à prendre conscience de ce qu'ils et elles ne peuvent pas voir. Qu'est-ce qui, sur le territoire, ne peut pas être vu, mais qui reste très important? Moi, quand j'étais enfant, j'avais le droit de savoir telle chose, selon mon âge. À mesure que mon âge avançait, c'est là que un peu comme j'avais pas le droit de porter une arme à un certain âge. Il fallait que j'apprenne avant de comment manipuler, comment tout ça. Là. C'était comme ça. Oui. Donc, ça se faisait graduellement. Là. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend dans le bois? Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans le bois qui est important? Qu'est-ce qu'on apprend dans le bois? C'est justement ce qui est fondamental, c'est la technique de survie. Comment tu peux survivre sans avoir les outils nécessaires ou sans penser à quelque chose qui est déjà prêt, tout ça. Là, oui. comme,
Il y a aussi le mode d'alimentation qui a beaucoup changé par chez nous. Souvent, autrefois, c'était comme... Hein, c'est l'heure de manger, peu importe l'heure, là. Oui. Il fallait aller trapper, il fallait chasser. Et ça prenait du temps aussi pour arranger ce qu'on Préparer, va manger. Puis... Le temps n'était pas le même. Là. Le temps, c'était... Aujourd'hui, c'est le timing, il faut midi, tout ça. Là. Mais autrefois, c'était... Ton estomac te disait, tu as faim, c'est le temps d'aller chasser, c'est l'heure d'aller chasser. C'est ça. C'est le corps puis la nature qui dictait le temps, pas la montre. Oui. Jean-Paul Échaquan, est-ce que les légendes sont aussi pour le peuple atikamekw un lieu de transmission? C'est un lieu de transmission, oui. C'est un lieu aussi qu'on a le droit de savoir, À 9 ans, je pouvais me joindre avec les aînés qui se ramassaient comme ça, là. J'avais le droit d'écouter leur conversation. En même temps, les conversations qu'il avait, c'était... Je me voyais déjà comment me préparer pour la chasse, pour toutes ces choses-là. Là. C'était comme de cette façon-là que je pouvais, moi, comprendre c'est quoi, là, être prudente, des choses comme ça. Là. Les légendes, vous apprenez ça? Nous apprenons toutes ces choses-là. Ça permet le cerveau de se développer comme ça. Là. C'est de cette façon-là que... On a besoin d'histoire. On a besoin d'histoire, oui. On a vraiment besoin d'histoire. Peu importe si l'histoire est vraie ou fausse, c'est comme ça. Dans beaucoup de légendes, ça parle des animaux. Il y a une des légendes que je me souviens, mon grand-père racontait. Il disait, les animaux, c'est comme nous. Les animaux parlaient le même langage que nous. Il y a une des légendes que j'aime beaucoup, c'est la légende du Moukwé. Le Moukwé, oui. Parce que nous, en tant qu'Atikamekw, quand un étranger, quelqu'un arrive, on dit toujours « Koué ». Oui. On dit « Koué ». Pourquoi on dit « Koué » ? Parce que dans une des légendes, il raconte que autrefois, il y avait deux jeunes garçons qui restaient avec leur grand-père. À un moment donné, le grand-père a commencé à être fatigué. Puis il a expliqué aux enfants, aux petits-fils, que bientôt, je ne serai plus là. Puis je dois partir parce que la vieillesse m'emporte et tout ça. Mais les deux enfants ne voulaient pas que leur grand-père parte. Ils voulaient qu'il reste. Puis dans cette légende-là, ils ont souvent entendu plusieurs légendes. Puis comme de fait, il y a une des légendes qui leur rappelait, il dit « Grand-papa, il dit, il me semble que tu avais conté une légende qui avait 2 roches, 2 cailloux. Quand tu portes ces 2 cailloux-là, ça prolonge la vie. » Comme de fait, le grand-père a été obligé d'avouer, c'est vrai. Mais il est où les 2 roches? Et on dit, quand la lune se lèvera, quand la lune sera pleine, c'est là qu'il faut aller. C'est là que les 2 roches sont là. Les 2 frères sont partis aller chercher la roche. Comme de fait, ils sont allés dans une montagne, dans une grosse montagne, le sommet d'une montagne, jusqu'à temps qu'ils aient sur la lune. Comme de fait, ils sont allés là. Ils ont vu les 2 roches. Mais sur la lune, il y avait une autre
personne âgée, un vieillard, un mouchoum qui était assis là, à côté du feu. On les avait avertis, on leur a dit, quand vous allez vous rendre là-bas, faites attention. Il ne faut pas que vous soyez distrait ou il va y avoir quelqu'un qui va vous recevoir là-bas. En fait, c'est comme moi, un grand-père qui reste là. C'est lui le gardien des roches. Ils ont eu des directives comme quoi il ne fallait pas écouter même, parler, adresser la parole. Ils sont allés chercher le décaillé. Mais le deuxième, celui qui arrivait derrière, il a jeté un regard sur le vieillard. Et c'est comme, c'est fait ensorceler ou des choses comme ça. Là. Comme de fait, le premier est parti comme ça en laissant son frère. Arrivé chez son grand-père, le grand-père a dit, « Il est où ton frère? » Il s'en vient en arrière. Ah, le grand-père devine qu'il a regardé le grand-père de la Lune. Le grand-père dit, « C'est comme ça. Il va revenir à un moment donné, un jour. » C'est à partir de cette légende-là, pourquoi nous, on dit toujours quelqu'un qui arrive, quoi, en pensant que c'est lui qui revient. C'est en pensant que c'est lui qui revient. C'est pour ça que souvent, nous, quand on voit quelqu'un arriver, c'est peut-être toi qui dis, tiens, c'est lui qu'on cherche, c'est lui qu'on oui. C'est comme ça. C'est un peu une façon de... Est-ce que c'est toi? Oui. Ah oui. Ah, ben, on va comprendre maintenant d'où vient le mot « coué ». Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Jean-Paul Échaquan, vous avez longuement enseigné la langue atikamekw en milieu scolaire, mais entre autres, vous l'enseignez maintenant, ou en tout cas jusqu'à tout récemment, à des professeurs non autochtones, à des professeurs allochtones. Avez-vous l'impression que les professeurs non autochtones qui travaillent dans les écoles ici à Manawan sont plus ouverts à la langue atikamekw aujourd'hui? Oui, parce que là, on parle de compétences culturelles. Les compétences culturelles, les élèves, même le professeur, doit apprendre notre langue maternelle pour justement que l'enfant puisse avoir un contact direct avec. Comme ça, l'enfant il puisse s'adapter à lui. Des fois, on subit de l'insécurité culturelle, comme on dit. Là. De l'insécurité. C'est un peu comme aussi dans les hôpitaux. Quand nos parents vont à l'hôpital, ils se sentent... ils vivent dans l'insécurité parce que la langue, pour eux, c'est comme ça que des fois, il a plus peur de s'exprimer que de vaincre sa maladie. Puis déjà, quand on arrive à l'hôpital, on est vulnérable. Là. On est plus vulnérable. Puis l'année passée, j'ai enseigné dans les... justement pour la compétence culturelle. On avait des médecins, on avait des avocats. J'avais des avocats comme clients qui apprenaient notre langue maternelle, des mots de base pour que la personne... L'Atikamekw se sent plus en sécurité, la sécurisation culturelle, comme on dit. Là. Comme ça, je me suis pas mal impliqué dans ce domaine-là aussi. Puis, vous avez enseigné aussi auprès des jeunes là, pendant près de 30 ans, 25, 26? 26 ans à peu 26 près. Ans. Oui, 26 ans. Comment ça a évolué, le rapport des jeunes Atikamekw à la langue Atikamekw? Tout ce qu'on avait comme matériel, c'était quelque chose que les missionnaires ont fait, là, l'écriture. Tu pouvais lire seulement que des prières, des cantiques et tout ça. Là. Mais nous, on voulait que l'enfant Atikamekw apprenne la mathématique. Il faut que les thèmes qu'ils soient
en Atikamekw. Là, c'est comme ça qu'on... on a aussi enseigné la base, la linguistique, là, au niveau linguistique, comment on a adopté l'orthographe. On a notre propre orthographe standardisée Atikamekw qui comprend les 3 communautés. Puis au lieu d'avoir 26 lettres, comme en français, on a seulement 15 lettres. 15 lettres dans l'alphabet Atikamekw. On a tout enseigné ça aux jeunes. Il y a un dictionnaire auquel vous avez participé, je pense. Oui, j'ai participé au dictionnaire. On avait été demandé à aller à l'Université d'Ottawa, l'Université Carleton. Carleton, c'est là que j'ai travaillé. Puis on avait un studio, puis on pouvait lire chaque mot, comment prononcer, puis tout ça. Là, c'est comme ça que j'ai pu m'impliquer dans ce domaine-là. Oui. Et j'ai été formé en tant que technolinguiste aussi. Je travaille aussi comme interprète, traducteur, tout ça. Ah oui. Vous êtes vraiment un gardien de la langue atikamekw. Ah oui. C'est une question un peu difficile, mais est-ce qu'il y a un mot dans la langue atikamekw qui vous est particulièrement cher, un mot qui vous tient à cœur dans la langue atikamekw? Si je vous demanderais d'en nommer un, là. C'est un peu cruel comme question, mais... Le mot Pisiskadziwin. Pisiskadziwin veut dire spiritualité. Spiritualité, Pisiskadziwin. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui s'en vont vers la spiritualité. Mais encore là, c'est comme un peu ambigu aussi. Et puis, on les appelle des traditionnalistes ou des spirituels, des leaders spirituels. Mais la spiritualité, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très commun, très utile aussi, très bon pour moi, parce que je prends soin de mon âme. Mon âme a besoin de nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle, où est-ce qu'on recherche? C'est dans les mots. Puis notre langue avait ces mots-là qu'on avait pour nourrir notre âme. Parce que en tant qu'être humain, on n'a pas seulement la nourriture qu'on mange. Il y a une sorte de nourriture aussi qu'il faut... Un peu comme quand tu dis quelque chose de beau, toi, c'est une nourriture spirituelle, ça. C'est comme ça qu'on devient plus spirituel quand tu te nourris vers ça, là, quand tu es nourri, c'est ça. Donc, quand on garde la richesse, quand on maintient la richesse de la langue, on nourrit notre spiritualité. Oui, c'est un peu ça. Oui. Puis vous, au quotidien, votre vie spirituelle, vous la vivez comment? Quand je me lève le matin, je regarde souvent le soleil levant et je dis merci. Quand je dors pour la nuit, je dis merci encore. Tout ça. La gratitude. Oui, la gratitude. Même quand je m'en vais puiser l'eau ou quand je m'en vais chercher la médecine. J'ai toujours quelque chose dans ma paume de ma main. J'offre du tabac. Et je lui dis merci. C'est comme ça que je fais. Je me sens plus spirituel quand je fais ces gestes-là. Et quand tu nourris ton âme, c'est l'énergie que tu portes en toi est plus forte. Et quand tu vois quelqu'un arriver, il le sent, ton énergie. Il le sent. Tu peux même lui donner la main, puis il va le sentir. C'est comme ça qu'on personne sur la spiritualité. On sent une paix un peu. En tout cas, moi, quand je vous ai rencontré tout à l'heure la première fois, je sentais une paix, une sérénité. Une sérénité, oui, c'est comme ça, oui. C'est de même aussi qu'il faut sauver notre monde de cette façon-là. Et Jean-Paul Echaquan, vous avez dit avoir fait un cheminement spirituel
Comment vous décririez ce cheminement spirituel-là? Moi, quand j'ai retrouvé ma spiritualité, je l'ai cherché longtemps. Je suis allé dans plusieurs communautés autochtones pour vraiment voir c'était quoi la spiritualité. J'ai fait du sweat. Les sweat lodge, Quête des temps de vision, d'oscillation. et tout ça, temps d'oscillation, tout ça. Puis, ce que j'aimais pas, quand je voyais ces choses-là, je me suis dit, pourquoi encore souffrir? Pourquoi souffrir encore? Pourquoi se mutiler? Comme Jésus qu'a fait, comme les guerriers faisaient pour maîtriser la souffrance. J'ai dit, il doit y avoir sûrement quelque chose qui est moins néfaste pour le corps, pour notre âme aussi. C'est ça que j'ai cheminé là-dedans. En m'adressant, moi, à parler à mon estime de soi. Tout ça, c'est comme ça que j'ai cheminé. Ça, c'est vraiment la réponse que j'ai eue, que j'ai cherchée. Et Jean-Paul Échaquan, je pense que vous faites ou vous faisiez partie du Conseil des sages, du Conseil de la nation Atikamekw. Est-ce que c'est encore le cas? J'en fais pas encore partie. Je suis même le président du Conseil des sages. Oui. Et c'est quoi le rôle de ce conseil? Le rôle d'être Conseil des sages, anciennement, nous, en tant que... Quand on parle de la justice, je me souviens de quelque chose qu'un missionnaire avait écrit. Il les comptait, il disait, j'ai eu connaissance des gens qui se mettaient en cercle. Puis au milieu du cercle, il y avait un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre qui a été mis là. Je les voyais parler comme chacun leur tour. On voyait parler. Ils pointaient le tronc d'arbre. Je me demandais pourquoi ils font ça. La fonction de cet arbre-là, c'était dans le cercle, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Au lieu de le pointer, il pointait. Mais ça écoutait. Puis, je voyais que c'est lui qu'on parle, c'est son comportement qu'on parle. Oui. C'est de cette façon-là que... On pointait, on parlait, on vidait son sac au tronc d'arbre pour pas pointer directement la personne qui avait posé le geste ou qui avait... On risquait de blesser la personne. On risquait d'empirer son comportement. C'est comme ça, notre justice à nous. Jean-Paul Échaquan, j'aimerais ça terminer avec une petite note de littérature. Je sais que vous aimez beaucoup le poète atikamekw Charles Coucou, qui a écrit le recueil Broderie sur mocassin. C'est un livre publié en 1988. Puis dans le poème Force, Charles Coucou écrit, et je le cite, « L'homme mature est guidé par l'autorité de son cœur ». Fin de la citation. Jean-Paul Échaquan, je pense qu'on peut dire que vous êtes un homme mature. Comment cette phrase résonne en vous aujourd'hui? Pour moi, cette phrase m'a beaucoup toujours guidé et m'a toujours aussi réveillé le sens de la poésie. Le sens de la poésie. Comme d'ailleurs, j'écris des poèmes. J'ai même écrit des poèmes sur les 6 saisons Atikamekw. Une des 6 saisons que j'aime beaucoup, je vais vous la citer. Oui. Elle s'appelle La saison du dégel, le pré-printemps, la saison des érables. Ça commence comme ça. Je me souviendrai toujours de ce cycle du printemps.
permettant à Numushum, le soleil, de donner ses rayons, délivrant la mère terre dans son lourd manteau blanc, la douce sève d'érable qui coule par gouttes, les nuits du printemps qui se raccourcissent de plus en plus. Me voilà prêt à parfaire mon métier de Odekiyevinu. Odekiyevinu veut dire le métier qu'on fait à chaque printemps pour aller relever la lot d'érable. À chaque coulée de sève pour remplir mon seau. Chaque printemps, je suis prêt à l'accueillir avec mon plus grand souhait de préparer mon sucre d'érable. Magnifique. Oui. Ça donne faim aussi, il faut dire. Il y a aussi d'autres aussi, le printemps, comme aujourd'hui. Mois de floraison. Mirouskamine, qu'on dit. Voici Mirouskamine qui s'installe par-dessus de mon paysage à toile blanc d'hiver, se dégageant de tout son doux parfum. Chaque bourgeon fait son apparition d'une croissance rapide et minutieuse. L'hiver qui se retire à grande vitesse, ne laissant que des cours d'eau partout, se donnant à cœur joie pour nourrir ses sœurs, avec toute sa splendeur flamboyante et ses arômes enivrants, se propageant dans toutes les narines des humains, ne serait-ce qu'un court instant pour donner sa place à sa sœur l'été. Ouais, ça continue comme ça. C'est comme un chien. Oui. Voilà. Jean-Paul Echaquan, vraiment, Mishta Miigwech, encore une fois pour votre accueil, mais aussi pour ces magnifiques mots. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. On se sent bien en votre présence. Donc, j'espère qu'on se dit au revoir, Machachi. Machachi, Miigwech. 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 Un immense merci à Jean-Paul Echaquan de sa générosité, de sa sagesse et d'avoir partagé avec nous depuis son camp près de Manawan les enseignements précieux de sa culture, de sa langue et de sa spiritualité. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée, de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.